Donc allons-y maintenant pour la prévision du climat. Donc le climat, l'effet de serre, en fait, c'est pas quelque chose de récent. Hein, c'est surtout pas une invention des réchauffistes, comme nous appellent les climato-sceptiques. Et donc c'est quelque chose d'assez ancien, parce que ça remonte à Fourier, hein, qui avait déjà bien balisé les problèmes de l'effet de serre dans les mémoires qu'il a fait, hein, donc dans les années 1824. Donc c'est vraiment pas récent. Ce qui est plus récent, c'est Arrhenius, hein, qui, à la fin du siècle dernier, du moins du siècle avant encore, avait déjà commencé à s'inquiéter de savoir l'échauffement du CO2 avec le pré-industriel. Est-ce que ça n'allait pas créer des problèmes? Donc il avait évalué, hein, grosso modo, sans simulation, hein, mais à la main, comme ça, un impact de l'ordre de 5 degrés. Hein, et donc on peut comparer par rapport aux 2 à 4,5 degrés prévus par le GIEC pour les siècles futurs. Alors, certes, juste pour vous rassurer, ceux qui font des simulations climatiques, j'ai participé à ce groupe-là pendant 13 années de ma vie professionnelle, donc j'ai participé pleinement à tout ça. Je peux être témoin que tout ça c'est connu, on connaît très bien l'évolution et c'est codé. Hein. Dans les systèmes climatiques, on connaît les précessions, l'inclinaison de la Terre, les centricités. Les systèmes climatiques ont été balisés sur les événements très anciens, hein, puisqu'on a fait de la paléoclimatologie, hein, en reproduisant les âges glaciaires, etc. Donc on regarde si les modèles de climat sont robustes par rapport à ça. Et de manière plus récente, c'est vrai que c'est les mesures qui sont faites à Hawaï, hein, qui ont montré que effectivement, depuis les années 57, le CO2 augmente inexorablement, avec certes une évolution saisonnière, hein, qui se produit en fonction des années, mais que la moyenne annuelle monte de manière très dangereuse. Hein, donc ça confirme l'hypothèse d'Arrhenius. Hein, vraiment, là, il n'y a pas de problème. La question se pose, qu'est-ce qui va se passer en quoi c'est différent de ce qui s'est passé avant? Donc juste pour vous rappeler des choses que vous avez dû voir dans la littérature, mais j'aimerais bien le rappeler quand même. Hein, ce qui se passe ici en termes de CO2, par exemple, c'est des choses qui n'ont jamais été vues. Âge glaciaire, interglaciaire. Vous voyez qu'il faut remonter à 600 000 ans. C'est en 1000 années. Hein. 600 000 ans, et on n'a jamais vu une telle remontée. Ça n'a jamais existé. Le méthane, c'est pareil. Et la température commence à monter, mais elle, c'était très différent dans le temps. Et vous voyez ici les épisodes interglaciaires. On avait des périodes chaudes avec du méthane, avec du CO2. Et période glaciaire où il y avait des baisses au contraire de CO2. Mais c'était le changement de température qui induisait, via la végétation, via les phénomènes liés à la glace et liés à l'océan, induisait en retour des phénomènes sur le CO2. Actuellement, le forçage du système est inverse. On est en train de faire monter de manière complètement artificielle tous les gaz à effet de serre, hein, et de manière inconnue, et qu'il faut préciser, c'est là le travail des scientifiques, c'est savoir comment ça va se comporter par rapport à la Terre, par rapport à la température. Déjà, est-ce qu'il y a un signal, donc encore une fois, vous me regardez l'écran là-bas, est-ce qu'il y a un signal observé déjà de ces réchauffements sur la France, par exemple? C'est une question toute bête, mais puisqu'on a une station de mesure de manière ancienne, hein, donc on peut mesurer en chacun des points les séries chronologiques, et donc typiquement entre les années 1899 et 1998, qu'est-ce qui s'est passé sur la France? Donc on voit qu'à gauche, là, c'est un fouillis, il y a à la fois du refroidissement et du réchauffement. Tout est possible. Mais il se trouve que, après analyse des choses, hein, scientifiquement, il se trouve que ces séries de données sont très bruitées par plein de choses. Hein. D'une part, les capteurs ont changé. Depuis un siècle, ce n'est plus les mêmes capteurs qui ont mesuré la température, l'humidité, etc. Et donc et il y a aussi des déplacements. Il y a des villes qui ont changé, il y a des effets d'îlots urbains, il y a des effets d'abris qui ont changé de place. Tout ça doit être recalé. Et après un recalage scientifique et informatique et statistique et intelligent, voilà ce qui se passe. Et effectivement, ça confirme que ce n'est que dans le rouge. À part ici, peut-être, où c'est un peu plus modéré. Mais c'est varié entre 0,5 et 1,5 degré. Donc effectivement, oui, depuis un siècle, de manière très homogène, la France est en train de se réchauffer autour de 1 degré en un siècle. Donc ça, c'est les faits observés. Ce qui est moins évident, à part cet effet moyen, c'est quid des perturbations, de la variabilité des choses. Donc par exemple, la question se pose tout le monde, hein, c'est est-ce qu'il y aura plus de tempêtes, est-ce qu'il y aura plus de cyclones? Donc c'est pareil, on est bien armé sur la France, on a un système terrestre, on peut évaluer, on a des séries de données. Donc quelle est l'évolution des nombres de tempêtes depuis un siècle, hein? Pas depuis un siècle, depuis 50 ans. Eh bien on voit qu'en fonction des périodes de mesure, hein, de moyenne, hein, si on fait une moyenne complète de 50 à 2000, on a plutôt une baisse, c'est la courbe bleue. Si on prend depuis les années 70, on a plutôt une augmentation très légère. En tout cas, on n'a pas une inflation de tempêtes de manière énorme. Statistiquement, ce n'est pas vrai. On a plutôt quelque chose de constant. Donc ce n'est pas si simple. Ce n'est pas parce que le temps se réchauffe qu'il y a plus de tempêtes. Il y a des raisons pour lesquelles, par exemple,
ce qu'on appelle les ondes baroclines, les structures en lambda, là, et n'ont pas beaucoup de raisons d'être plus fortes, puisque les gradients pôle-équateur vont en diminuant, donc on a besoin de moins de transport d'énergie de l'équateur vers les pôles. Et pour des raisons énergétiques, on n'a pas, a priori, les ondes baroclines, donc les tempêtes, devraient plutôt être moins nombreuses ou moins efficaces. Donc c'est pas surprenant, ça ne surprend pas les scientifiques que les nombres de tempêtes devraient ne pas être plus forts. Donc après tout ça, donc après les choses que je vous ai montrées, observées sur la France, donc la question posée par la société, donc posée aux scientifiques par la société, c'est de dire, mais avec vos simulations climatiques, est-ce que vous êtes à même à nous dire est-ce que ça va se réchauffer, en quoi le climat va changer? Est-ce que ça va se réchauffer ou dans quelle proportion? Est-ce que ça va s'assécher? On voit bien les problèmes de caillectement sur la sécheresse. Est-ce que tout ça, ça va devenir plus fréquent? Est-ce qu'il y aura plus de canicules? Donc c'est ça que depuis assez longtemps maintenant, donc depuis les années 88, sous l'influence du G7 à l'époque, et donc il y a eu, et sous l'égide de l'Organisation météorologique mondiale, donc c'est vraiment des choses très générales. Ils ont demandé à un groupe d'experts qui eux-mêmes ne font pas de simulation. Le groupe d'experts, ils font chargé de faire une synthèse, ce que des gens, les scientifiques comme moi, comme d'autres, ont pu contribuer dans les années 90. Là, c'était avant que j'arrive, je n'étais pas encore là. 95, j'ai contribué 95 et 2001. 2007, là, je n'y suis plus en service pour y contribuer. Mais donc, tous les à peu près 5 ans, vous voyez, 5-6 ans, et entre les deux, là, donc il y a des gens qui font un tas de simulations. Le but, c'est de faire des simulations climatiques avec, d'une part, reconstruire ce qui s'est passé depuis un siècle. Donc ça, on sait le faire, puisqu'on connaît les données observées depuis un siècle. On connaît les sources anthropiques de méthane, de CO2. Donc on peut déjà vérifier qu'on cale bien par rapport au siècle passé. Et après, évidemment, prévoir le futur, avec différents scénarios. Est-ce que, sachant le danger qu'il y a à réchauffer, l'homme va agir ou pas? Donc c'est là, ça ne concerne pas les scientifiques, ça concerne la société. Et si on agit à ce moment-là, on a différents scénarios. Un scénario où on va diminuer le CO2, d'autres qui va continuer à croître indéfiniment. Donc c'est là où on évalue différents scénarios. Première chose, il faut reconstituer le climat passé. Donc ce qu'on appelle le pré-industriel, typiquement le 10 sur 50, jusqu'à maintenant, 2000. Alors on voit que si on y met tous les forçages naturels du type orbite, vous avez vu le changement d'orbite, ils sont cités, le soleil aussi qui fluctue, les volcans, etc. À ce moment-là, si on fait ça, la courbe observée de température, c'est celle-là, c'est celle en rouge. Et si on fait que ça, en ne mettant pas la partie CO2 et méthane, eh bien les modèles, ils sont grisés ici. On a quelque chose de constant quasiment. Certes, les petits accidents qu'il y a ici, c'est lié justement aux accidents de l'orbite, des soleils et des volcans. Mais on a que ça, quelque chose de relativement plat. Par contre, si on met tout l'ensemble, à la fois les forces naturelles, plus les forces anthropiques du CO2, du méthane, etc., à ce moment-là, on voit qu'on a une coïncidence beaucoup plus forte. Et on peut même expliquer le petit réchauffement, le petit refroidissement ou stagnation ici, dans les années 50, et l'emballement depuis les années 60 à peu près, maintenant, inexorable. Et on voit qu'on a une bonne coïncidence. C'est quelque part considéré comme une preuve qu'effectivement, on a les ingrédients ici pour reproduire le climat présent au moins depuis un siècle. Et avec ça, on peut prévoir le futur. Donc je ne peux pas vous expliquer tout le futur, mais je vous montre ici, encore une fois, peut-être que c'est mieux là-bas, peut-être, je ne sais pas. Je vous montre 2 exemples. Donc là, on a l'écart en température prévu donc, pour la fin du XXIe siècle, ici, pour 2 scénarios. Le scénario A2, qui est un scénario très fort, c'est-à-dire l'homme n'est pas raisonnable et il va continuer à brûler son pétrole jusqu'au bout et inventer encore d'autres gaz à effet de serre pour continuer. Donc c'est un scénario assez extrême. Le B1 est plus modéré, c'est-à-dire on va commencer à agir et on aura une diminution des sources anthropiques. Alors on voit que pour le scénario ici du CNRM, celui que j'ai contribué à faire, et celui de l'IPSL, qui est l'autre laboratoire, celui qui est géré par l'école polytechnique et l'école normale supérieure, c'est les 2 modèles français, on voit qu'on a une réponse assez similaire. On a un très fort réchauffement dans la partie nord et des continents du nord de l'hémisphère nord. Et par contre, on a aussi des faiblesses sur l'océan. Quand on dit que c'est un réchauffement global, c'est loin d'être un réchauffement uniforme. C'est un des reproches qui est souvent opposé par les climato-sceptiques, c'est de dire vous n'avez rien compris, nous on a vu qu'il y avait des endroits où ça se refroidissait, mais il n'y a pas de problème, l'océan se refroidit. Vous voyez qu'ici, là, l'effet de bulle sous la dégoulante du Labrador, ici on est à -1 degré. Donc effectivement, il y a à la fois des zones où ça se refroidit,
Mais chez nous, là, on est plutôt aux alentours de 5 à 6 degrés. C'est là qu'il est le problème, c'est qu'il y a quelque chose de relativement fort. Et c'est pareil. Et par contre, c'est quelque chose de plus modéré, évidemment. Si on est raisonnable, on aura quelque chose qui pourrait se tenir dans les 2 degrés, qui est à peu près la chose visée par les politiques. Peut-être. Hein. Et à ce moment-là, il y aura un fort refroidissement aussi, vous voyez, sur la partie centre de l'Atlantique. Donc, c'est vrai que je vous encourage, si vous avez une bibliothèque dans votre école dans lesquelles il y a les bouquins de Allègre, hein, je vous encourage fortement à acheter celui-là, par contre, à faire acheter celui-là, celui de Sylvestre Bette, là, un journaliste de Libération, qui a fait un bon travail de journaliste. C'est-à-dire, il a repris tous les éléments qu'il y avait dans les bouquins de Allègre. Hein. Il est allé, dès que Allègre disait que tel scientifique américain a dit que c'est faux parce qu'il y a ça, et ben, il a écrit, il a envoyé des emails, il a contacté les gens, et il s'est aperçu que tout ce que disait Allègre est faux. Absolument tout. Et c'est normal, Allègre, il ne connaît rien au climat. Mes patrons l'ont croisé au débat de l'Académie des sciences. De toute façon, non seulement il ne connaît rien, mais il ne veut rien connaître. Ou alors il connaît, mais il dit des choses fausses, volontairement. 2 exemples. Voilà une des choses qui est soi-disant être quelque chose de rédhibitoire pour ceux qui font des simulations climatiques. Hein. Ici, voilà en courbe noire la température du globe. Hein. Donc vous voyez ici le refroidissement ici des années 50 et le réchauffement. Bon, ok, très bien. Au miracle, cette courbe rouge-là reproduit tout. Vous voyez, il y a une bonne correspondance. Et cette courbe rouge, c'est le rayonnement solaire. Donc c'est là où il y a eu cette hypothèse que c'est via les rayonnements cosmiques qui ensemenceraient par effet champ de Wilson les noyaux de condensation pour les nuages. Et donc en fait, on n'a rien compris, hein, nous, simulation climatique, et que tout vient du Soleil en fait. C'est la preuve. Hein. Il y a 2 petits problèmes, c'est que déjà, toutes leurs courbes s'arrêtent en 92 pour la température. Alors qu'il se passe plein de choses depuis, il aurait pu compléter, hein. On est rendu à 2010 quand même. Hein. Et encore récemment, les exposés de Svensmark que j'ai pu voir, hein, ils s'arrêtent toujours aussi, ils ne montrent jamais ce qui se passe. Et aussi, que l'ensoleillement, il continue à décroître depuis. Hein. Donc déjà là, ça marche complètement depuis 10 ans, comme par malchance, ou ça marche à l'envers. Ce qui est plus grave, c'est que ce qui est censé être la température du globe, ça ne l'est pas. C'est uniquement la température estivale sur les continents et au nord du 20e nord. Donc ça n'a rien d'une température du globe. L'ensoleillement, ce n'est pas du tout l'ensoleillement solaire. C'est uniquement la partie ultraviolette du spectre, qui a priori même n'a aucun, à part pour avoir un bon bronzage, n'a aucun rapport avec la partie énergétique, énergie sensible. C'est epsilon du spectre au niveau énergie, donc ça n'a aucun rapport. Donc ça, c'est vraiment de la simple coïncidence, juste pour noyer le poisson et faire croire que le soleil fait tout. Par contre, voilà une vraie courbe qui existe là. Celle-là, elle existe. C'est-à-dire là, il y a la vraie température du globe qui monte, là, en noir, là, avec une moyenne comme ça, depuis les années 50, qui monte. Et voilà le vrai, clairement, comment dire, voilà le flux de rayonnement cosmique, le vrai, celui qui est potentiellement responsable de l'explication des nuages, des modifications des nuages d'après eux. Voilà en bleu ce qu'il est, hein, c'est celui-là. Donc il oscille, vous voyez, mais il ne monte pas. En moyenne, la moyenne, elle est plate. Hein. Alors c'est vrai aussi pour le rouge, là, qui est la partie éclairement du Soleil mesurée par satellite. Donc c'est des choses qui sont observées, ça. Et on voit que tout ce qu'on peut voir, en fait, c'est que tout le monde connaît, hein, c'est qu'il y a le beau cycle de 11 ans, hein, c'est le cycle des taches solaires, le cycle du Soleil. Hein, tous les 11 ans, il s'excite et tous les 11 ans, il se calme. Et même, ce qu'on peut bien observer, c'est qu'il y a une décroissance, effectivement, du forçage solaire. Donc vraiment, il y a cette montée de la température ne peut pas être expliquée par les phénomènes solaires, les phénomènes... Uniquement ça, en tout cas. Hein. Ça ne peut pas. C'est pas possible.